l'écoute de la Ligue des cinémas et là cette semaine on critique une série, fait un changement. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas critiqué. Hein? Effectivement ça faisait un certain temps, la dernière c'était une série de Marvel je crois qu'on avait critiqué. C'était-tu Defender? Je pense que c'était Defender, ouais, ou Daredevil, je suis plus sûr. Mais ça faisait longtemps qu'on n'a pas critiqué une série. On était vraiment dû d'ailleurs, même c'est pas la première série qu'on a en commun, c'est juste que ça avait pas donné. Ouais, c'est ça. Ça n'avait pas donné avec le temps et ça prend plus de temps aussi écouter une série que et aussi dans la travailler. Bref, cette semaine on critique la série The Boys, basée sur le comic du même nom qui était sorti entre 2006 et 2012, qui est un comic indépendant chez Dynamite, qui était à la base chez DC. Mais étant donné le caractère assez particulier de cette BD-là, DC a décidé de s'en détacher pour éviter des polémiques. Tout scandale, là, ouais. Voilà. Et donc c'est Dynamite qui est une autre maison d'édition indépendante qui s'en est occupée et heureusement ça a permis une plus grande liberté au produit. Qui était écrit par Garth Ennis, qui est un grand éditeur, un grand écrivain, mais créateur de BD si je peux dire, un peu comme voyons Stan Lee. Dans le fond, la série est basée sur cette œuvre-là. On a droit à la première saison sur la plateforme Amazon Prime, qui l'a produit en collaboration avec Sony Pictures, parce que c'est eux qui possèdent les droits. Sony à la base avait acheté les droits pour en faire un film. Le projet ne s'est pas abouti. Donc ils ont finalement opté pour une série avec Amazon, qui eux ont une plateforme comme Netflix, ils cherchent des produits originaux. Et donc on a profité de l'occasion pour faire une série super-héroïque pour se démarquer du lot avec ce produit-là. C'est une série en 8 épisodes pour l'instant. Il y a une saison. La deuxième saison est en tournage à l'heure actuelle. Elle est sortie le 26 juillet dernier sur la plateforme Amazon. Est disponible en français et en anglais. Donc pour ceux qui veulent pas attendre, il est effectivement déjà disponible en français, ce que moi j'ai apprécié. J'aime ça, ce genre de série-là, de l'écouter en français. Pour le casting, on a quand même quelques gros noms. Dans le rôle titre, on a Carl Urban, qui est familier avec l'univers super-héroïque, c'est pas son premier rôle dans cet univers-là, qui joue Billy Butcher, ou le boucher, le chef des Boys, qui est un ancien membre des services secrets qui, après une tragédie qu'on va nommer plus tard dans la zone spoiler, a développé une haine envers les super-héros, parce que dans cet univers-là, j'en reviendrai quand je fais un résumé, les super-héros existent et décide d'être comme le mur qui protège les gens contre les super-héros et il décide de les chasser et de les remettre à pas si je peux dire. Et il va être entouré d'une équipe qui va former au travers de la série TV. Rapidement il va aller chercher un nouvel élément, c'est ce qui est le twist de l'histoire du début, c'est pas un spoiler. Ce qui détermine l'histoire, c'est on suit Huggy Campbell, qui est un gars sans histoire, qui travaille dans un magasin électronique, un gars comme toi et moi, qui a une vie banale. Et il y a une blonde, et ça va de plus en mieux avec sa relation, ça va vraiment à un niveau vraiment solide. Et ils sont en train de marcher sur le bord d'un trottoir, et il est en train d'embrasser sa copine, et il rouvre les yeux et il réalise qu'il tient juste les bras de sa copine dans ses mains. Parce que A-Train il est rentré dedans. A-Train, qui est l'équivalent de Flash dans cet univers-là, a foncé à toute vitesse et passé à travers sa copine. Ça veut dire que Flash peut faire ça aussi. Théoriquement, oui. Même dans la série Flash, il y a quelques moments qui se servent de ce genre de pouvoir-là. Va tuer comme ça par accident. Et lui, il va donner un traumatisé, il va développer une haine lui aussi en super-héros. Et ces deux personnages-là vont s'associer à d'autres personnes qui ont des liens plus ou moins douteux avec les super-héros. On a La Crème, c'est son surnom, Mother Milk en anglais, qui est joué par Laz Alonso. Je pense que je vais le nommer l'autre acteur avant, c'est Jack Cade qui joue Huggy. Et on a aussi le français, le French en anglais. Le Frenchie, je pense. Frenchie, ouais. Frenchie qui est joué par Tomer Capon, qui est le moins connu, je pense, de ces lignes-là. Et pour compléter le tout, on a un personnage assez particulier qui prend quelques épisodes avant d'arriver, qui est surnommé la fille, ou The Thermal en anglais, Ouais. et qui est une jeune asiatique qui a eu des expériences sur elle, et qui a des pouvoirs, et qu'elle ne parle pas, la particularité qu'elle ne parle pas, et qui est jouée par Karen Fukuhara, qui peut-être te dit quelque chose. Suicide Squad. J'ai fait mes recherches, bro. Oh, je suis fier de toi, oui. Elle s'est fait connaître il y a quelques années maintenant pour le film Suicide Squad, qui était son premier gros film, qui a pas été nécessairement une bonne chose pour elle, parce que ça avait pris nécessairement de refaire surface. Et elle participe à un autre projet de super-héros qui est The Boys. Pour mettre en contexte, parce que pour parler du reste du casting, pour que je mette en contexte,
Dans le fond, c'est un univers que les super-héros existent, et il existe un groupe de 7 héros, qui sont nommés les 7, qui sont l'équivalent de la Justice League dans cet univers-là, qui sont les plus grands héros des États-Unis qui protègent le monde, et que vraiment ils ont les plus gros pouvoirs, tout ça. Et on les suit à travers l'histoire, parce que c'est eux les personnages centraux côté super-héros. Et en tête d'équipe, qui est l'équivalent d'un Superman, c'est le Protecteur, qui est le leader des 7, qui joue par Anthony Starr. C'est un acteur que je ne connaissais pas vraiment, mais à ce qui paraît, c'est un excellent acteur. Il joue dans beaucoup de séries où il s'est démarqué, puis il fait autant des rôles gentils que méchants. Dans ce cas-ci, il fait un personnage assez nuancé, on reviendra là-dessus un peu plus loin. Et le deuxième personnage assez marquant de cet héros-là, c'est l'ajout, parce que aussi en début d'histoire, du côté des chasseurs de super-héros, il y a un nouveau personnage, mais du côté des super-héros, il y a une nouvelle super-héroïne qui est introduite, qui est une jeune fille qui est très naïve, qui a toujours rêvé d'être dans les groupes des super-héros. Les Seven, là. Qui est jouée par Erin Moriarty, qui s'appelle Annie January, ou Stella Starlight en anglais, qui est la nouvelle recrue de l'équipe, qui est une jeune blonde, vraiment très nette, très jeune, qui avait déjà joué dans la série Jessica Jones, entre autres. Ici, fait une super-héroïne qui a des pouvoirs en rapport avec la lumière. Le premier avait des pouvoirs en rapport à Superman. On a aussi Dominique McElligott qui joue la reine Maïve, qui est une équivalent un peu d'une Wonder Woman dans le groupe des 7, qui est une femme avec une super force. C'est clairement Wonder Woman, là. C'est son équivalent. Comme Anthony Starr, c'est clairement Superman, là. C'est des hommages, on peut dire, de ce côté-là. C'est plus proche de DC que de Marvel, par exemple. Oui, même si dans la BD, il y a quand même beaucoup de références à Marvel, mais dans la série, il n'y a pas tant de références à Black Marvel. Noir, c'est clairement Black Panther, là. On peut le voir comme ça, effectivement, j'y avais pensé. Et aussi l'autre qu'on a mentionné tantôt, E-Train, qui est l'équivalent de Flash, est joué par Jesse Usher, lui aussi qui est connu. Je l'avais déjà vu dans d'autres trucs. Et le dernier qu'on peut mentionner, parce que Black Noir, il parle pas, fait que c'est pas vraiment important de le mentionner. C'est Chad... non, ben lui aussi, mais en tout cas... Translucide a été créé pour la série. Oui, hein? il a été créé pour la série, j'en reviendrai un peu plus loin là-dessus. C'est Chaz Crawford qui joue l'homme-poisson. De Deep, qui est l'équivalent de Aquaman évidemment, ou Namor chez Marvel. Je pense qu'il faut dire Chase, je suis pas sûr. Là. Chase, ouais, je pense que t'as raison. Qui est un hommage autant à Aquaman que Namor, qui est l'équivalent d'Aquaman chez Marvel. C'est un homme poisson, c'est aussi simple que ça. Qu'ils ont retravaillé vraiment son look, parce que dans la BD, il est pas très cool son costume. Tu rajouteras une image pour que le monde le voit. Ouais, effectivement. Et je finirai le tour du casting, parce que tu sais, à un moment donné, on peut pas tous les nommer. Dans le côté spoiler, je mentionnais quelques caméos. On a Elizabeth Shue, qui joue la vice-présidente de Vogue International, qui est la compagnie qui gère les super-héros. Parce que dans cet univers-là, les super-héros sont financés et sponsorisés par une compagnie privée qui, eux, gèrent leurs intérêts. Ils ont leur propre film aussi. Oui, ils ont leur propre film, franchise, tout ça. Ils sont des célébrités. C'est un des aspects de cette série-là. C'est qu'il y a l'univers... Pour mettre en contexte, cet univers-là, c'est un univers que les super-héros existent depuis bien des années. Et les super-héros sont rendus des célébrités, au même titre que des acteurs comme Brad Pitt et mettons, Angelina Jolie. Et ils ont des films à leur sujet, des BD dérivés, des produits dérivés. Vraiment, ils ont des comptes Instagram. C'est des vedettes, là. C'est des vedettes. Mais il y a clairement une critique sur Marvel là-dessus, là. Définitivement. Définitivement. Mais aussi, surtout, l'aspect super-héroïque et l'univers des célébrités en règle générale. Dans le fond, on nous introduit dans un univers où l'univers est quand même assez sombre, dans le sens que les super-héros sont plus aussi bien montrés comme ils étaient avant. Si on commence à voir dès le début, on montre un peu les travers de ce monde-là, dans le sens que est-ce que dans un monde où les super-héros existent, est-ce qu'il serait totalement bon? C'est ce qu'un peu montre la série. C'est sûr que non. Personne n'est parfait à 100%. Même le protecteur qui représente Superman, qui est comme blond aux yeux bleus. C'est un des pires. Il est habillé en bleu avec sa cape drapeau, puis comme je représente les États-Unis, je vais tous vous protéger. Tu sais, il y a un look. Son costume était carré. Son costume était carré. Tous les costumes d'ailleurs sont très marquants. Il y a lui de Deep, je suis moins sûr. Là. On reviendra un peu plus loin, mais bref, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc c'est ça, donc on va suivre d'un côté les super-héros qui font leur vie et on voit leur travers, et de l'autre côté on suit une gang de personnes qui eux ont une haine commune pour les super-héros, qui vont tout tenter pour les faire tomber. Ils ont tous eu des dommages collatéraux par rapport à eux autres, t'sais. Ils ont une raison, là, tu sais, je veux dire. On apprend dans la série pourquoi que Karl Urban il est aussi frustré de ces super-héros-là, puis Jack, ben tu sais, en guise dans le fond, on le voit dès le premier épisode, on comprend sa haine, tu sais. Il arrive avec un chèque, je pense pas là, juste le premier épisode, là, on apprend pas grand chose là-dessus, mais ça remplace pas un être humain, là, un chèque. Là, non, c'est ça. Il y a beaucoup de thèmes vraiment abordés dans la série qui sont très lourds. On en a mentionné quelques-uns, mais c'est le côté aussi moral, la moralité est remise de l'avant dans
qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. C'est vraiment très travaillé. Le créateur de la BD a voulu de ce côté-là mettre ça de l'avant, le côté que rien n'est blanc, rien n'est noir, il y a du gris. Que le monde n'est pas nécessairement beau quand il y a des super-héros ou que c'est la solution à tous nos problèmes. T'sais, parce que souvent dans les BD comme de DC ou Marvel, quand ils montrent des super-héros, c'est la solution à tous les problèmes. Dès qu'on voit Batman arriver, parfait, c'est la paix, il n'y a plus de problème. Superman, même chose, il arrive, le soleil se lève, le drapeau américain. T'sais, je me rappelle dans Spider-Man 2, on est sur un toit, puis il y a un drapeau américain à son dos, puis comme... Je pense qu'il est fait dans les 3 même. Je pense dans les 3, mais... À la fin du premier, je pense qu'il est en haut d'un building, puis il s'accroche sur le bord. Là. Ouais, il s'accroche sur le drapeau, mais dans le deuxième, il y a le drapeau derrière lui, parce que c'est pour montrer, c'est les héros qui protègent, tu sais. Et c'est vraiment mis ça de l'avant, mais la série va vraiment être une série noire. C'est pas une série pour... Tu ris pas tant que ça non plus, là. Il y a de l'humour noir, mais tu sais, il y a un côté malaisant, tu sais. Je pense qu'il y a le cake des Spice Girls qui est bon, là. Ouais. En tout cas. Mais, puis, qu'est-ce que je faisais déjà, c'est pas une série pour tout public, là. C'est pas... Mais si quelqu'un qui aime pas les super-héros, tant qu'à moi, genre, tu vas apprécier cette série-là parce que ça critique ce que tu détestes des super-héros actuellement. Là. Effectivement, mais écoute, je pense qu'on va rentrer dans le point où que tu vas me donner ton opinion générale de la série, donc je te laisse aller. Ben moi, j'avais vraiment hâte. C'est la première série Amazon vraiment que j'avais du coin de l'œil. J'attendais de voir ce qu'elle allait arriver avec ça. C'est sûr qu'il y a Lord of the Rings qui s'en vient aussi, mais on n'est pas rendu là. Pour ce qui est de Boys, pour vrai, c'était une bande dessinée que je connaissais aucunement, même à son annonce. J'étais comme... Mais vu qu'il y avait Seth Rogen qui avait les mains dedans, j'étais comme, ok, attends une minute là. C'est pour Seth Rogen s'intéresse à ça, c'est qu'il y a quelque chose... Qui avait coproduit The Preacher, qui est excellent d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Puis j'ai commencé un Preacher. Ah ouais, je savais pas. J'ai pas ça pour Ah, c'est vraiment bon. Face d'anus me fait rire. C'est très dark, je pensais qu'il y avait un peu d'humour, mais... Il y a de l'humour noir, encore une fois, mais c'est très sombre. Comme, cette série-là, contrairement à The Boys, The Preacher, c'est le côté religieux, c'est le côté la foi. Ouais, c'est ça, mettre tes croyances en doute, là. T'sais. Ouais, c'est ça. Bref, pour revenir à The Boys, fait que bref, c'est 8 épisodes, c'est 8 épisodes super bien rythmés, super bien réalisés, il est il y a vraiment un budget conséquent dans la série. Puis quand il faut utiliser les effets spéciaux, t'as un avion, t'as un super-héros qui vole, tu sens tout ça, la série, pour vrai, on dirait qu'Amazon a fait, ok, il nous faut des séries pour vendre la plateforme. Ok, ben on va mettre l'argent vraiment dans cette série. On sent qu'il n'y a pas la limite que Marvel avait avec Netflix, je veux dire. Ouais, ben c'est ça. Là, en plus, Marvel, dans ce qu'ils s'en viennent, Amazon doit capoter. Mais pour vrai, The Boys, c'est vraiment une bonne série. Tu sais, ça vaut la peine de s'abonner un mois juste pour écouter cette série-là. C'est court, mais c'est efficace. Il n'y a pas d'épisode, t'as l'impression que c'est comme un tremplin de l'autre épisode à l'autre épisode. Tout se suit, tout fait du sens. Il y a vraiment un bon rythme. Puis j'aime vraiment la part artistique. Puis tu réussis vraiment à les détester, ces super-héros-là. C'est ce qui fait vraiment le charme de la série. Karl Urban, moi je l'adore ce gars-là. Là. Je me tente pas, lui, dans n'importe quoi qu'il joue. La seule bonne affaire qu'il y a dans Doom, c'est lui. Là, bref, non, sérieusement, j'aime vraiment beaucoup une série. C'est vraiment une belle surprise pour moi. C'est toi qui me l'avais bien vendu, puis quand j'ai commencé la série, j'ai fait ok, attends, là, c'est bon en tabarouette. Fait que vivement, en plus on sait que la saison 2 s'en vient, j'ai vraiment hâte. Bref, pour moi c'est une totale réussite. Moi, ça faisait un peu plus d'un an que je connaissais l'univers de The Boys. J'avais tenté d'obtenir les comics en français. J'ai pas réussi à les avoir en français, j'ai fini par me tanner. Et moi, ma chance me suivit parce que je les ai achetés en anglais récemment, les 2 premiers tomes. Il y a 6 tomes au total. Et ils viennent annoncer qu'elle allait les rééditer en français. Juste pour me faire chier pour le temps des fêtes parce qu'elle vient de sortir. Ce qui fait en sorte que dans un mois ou deux, je pourrais les avoir en français, mais je viens de les commencer en anglais. Fait que là, je vais... Bref, l'univers m'avait beaucoup intrigué à la base, étant donné que c'est un univers très différent de ce qu'on a l'habitude de l'univers de Marvel ou DC, entre autres. C'est un univers qui déconstruit le genre super-héroïque. Solidement. Solidement, c'est l'idée de base que le créateur voulait faire avec ça. Et c'est aussi pour ça qu'à la base, c'est censé être DC. Et on le ressent dans le sens qu'il y a beaucoup de références à DC. Mais rapidement, ils sont déviés de ça parce qu'ils ont permis d'avoir une plus grande liberté. Parce que DC, ils ont libéré, ce qui fait rarement. DC fait rarement ça. Ils ont accepté qu'ils aillent avec une autre maison d'édition parce qu'il y avait trop de risques avec ce genre de comics-là. Ben, surtout que les autres vendent du super-héros. Ouais, c'est ça. Puis le but de ce comic-là, c'était un peu de montrer tous les travers. Mais bref, la série, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que tous les épisodes se suivaient vraiment bien, dans le sens qu'il n'y avait pas de longueur. Chaque épisode, fin d'épisode, me donnait le goût de continuer. Il y avait tout le temps une twist ou une mise en bouche qui nous donnait envie de poursuivre. Les personnages sont très attachants. On les découvre au fur et à mesure de la série. Ce qui est une petite différence avec le comic. Parce que les comics sont tous réunis dès le début. J'imagine qu'ils ont voulu faire cette différence-là
pour permettre un des meilleurs développements des personnages, ce que j'ai trouvé vraiment bien. J'ai aimé les caméos aussi, c'est qu'on va dire, mais on en parlera un peu plus des caméos. Mais j'ai aimé l'aspect vraiment visuel de la série. Parce que d'un côté, on a le point de vue des super-héros qui, dès le début, ils sont montés comme... Tu sais, typique à la Justice League, là, ils sont là, ils nous protègent, sauvent des vies. À un moment donné, il y a comme un documentaire à TV, puis c'est comme, ils ont sauvé un avion qui s'est crashé, des trucs comme ça. C'est super bien montré. Puis rapidement, tranquillement, ça devient de plus en plus gris. À fur et à mesure des épisodes, ça devient de plus en plus gris et laid. C'est comme, il nous force à faire comme, regarde là, c'est dégueulasse là, regarde là. Là, comme, non, je veux pas. Mais il réussit quand même, malgré que c'est tous des douchebags, il réussit quand même à les humaniser un peu à la fin. Tu comprends certaines décisions de certains personnages, puis finalement tu comprends la complexité qu'ils ont tous. Ouais, mais tu vois que c'est pas simple, tu sais, c'est gris là, c'est... Ouais, il y a rien, ben tu sais, il y a rien qui est noir, il y a rien qui est blanc, tout est gris là. C'est exactement ça. Mais c'est un des charmes de la série là. Non, ouais. Puis ça, j'ai tout aimé, j'ai aimé Karl Urban, que je trouve que c'est un acteur qui est très bon, qui il fait vraiment, il représente amplement le personnage dans les comics. Outre le fait qu'il a acheté une barbe, mais je trouve que ça ajoute du caractère au Il personnage. n'y a pas de barbe le personnage, je pense pas. Non, dans les comics, il n'y a pas de barbe. Ça il fait tellement bien. Ah oui. Puis ce qui est bien, c'est qu'il est habitué, on voit qu'il est habitué à ce genre d'univers-là parce que il avait déjà joué entre autres dans Thor, mais aussi, il me semble qu'il avait fait un autre truc avant, j'ai un blanc, mais il avait joué dans une autre franchise de super-héros. Il s'y connaît en matière d'univers de super-héros. On le sent ici qu'il est un passionné de comics, on le sent, parce qu'il s'y met à fond dans le personnage. Puis j'aime sa façon parce qu'il y a un côté... comment je dirais, cynique, c'est ça. Il est cynique comme personnage. Parce qu'à chaque fois que les gens vont... Mais ça a l'air que le comic, c'est pas mal plus violent pour ce personnage-là. Oui, ben, étant donné qu'ils ont adapté, ils ont dilué quand même une bonne partie du contenu. J'ai lu le premier tome, j'ai pas lu les 50 encore, j'ai le deuxième dans mes affaires. Mais dès le premier tome, ça me met les couleurs, c'est très violent. C'est très... écoute, il y a des scènes de viol, d'orgie, de décapitation, de plein d'affaires vraiment... classé genre 21 ans et plus, là, c'est ça non-stop. Il y a des scènes d'innudité quasiment à chaque chapitre, c'est débile. Puis vraiment, il y a le côté moral, il est mis à bas là-dedans. Et là-dedans, ils nous ont montré quelques aspects, mais ils ont voulu, tu sais, comme le montrer correct, mais ils auraient pu aller à une série classée 18 ans et plus, 16 ans et plus, style R. Mais il fallait c'est une série fort pour Amazon. C'est ça, pour Amazon. Donc ils ont dilué, mais ils ont mis quelques éléments que j'en ai côté spoiler. Mais le gore, il est là pareil, là. Oui, on le ressent bien. Et c'est vraiment bien transcrit, même si c'est des choses différentes. Moi, je trouve que c'est une très belle adaptation. Ouais. Aussi, mention à l'autre personnage principal qui est Jack Huggy, qui fait comme le gars banal, qui dit qu'il n'a pas de vie à la base. Il sert ce personnage-là sert à ce qu'on s'identifie plus à lui. Ouais, parce qu'il est c'est le plus humain de la gang. Ouais, qui est pas un psychopathe, là. Oui, il y a une haine, mais il y a une, mais en même temps, il y a un côté, tu sais, ouais, mais c'est des super-héros, puis tu sais, ça prend du temps avant qu'il accepte que finalement, peut-être les super-héros sont pas nécessairement bons. Tu sais, au début, il fait comme, ouais, il l'a tué, mais peut-être c'est juste le problème. Puis là, t'as juste Billy Butcher qui arrête pas de le ramasser. Mais bref, je trouve que le casting en soi, c'est vraiment 5 étoiles. L'histoire est vraiment bonne, ça me tient en haleine. Il y a des twists, puis la twist finale de la série. Le final, tu parles? Ouais, la finale, lui jette à terre. On s'en est jamais parlé, mais ça jette à terre. Mais bref, je pense que là, il est temps qu'on est dans la zone spoiler pour vraiment... pour en parler en détail. Donc, on y va? T'es prêt? Ouais, je suis prêt, madame. Allons-y. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. On est du côté spoiler, et là on va rentrer dans le vif du sujet de cette série-là de 8 épisodes, faut le rappeler, c'est quand même assez court, mais vu la qualité qui en sort, ça vaut amplement le détour. Moi c'est parfait pour moi, 8 épisodes. Ça suit très bien. Je vais mentionner les caméos, comme ça va être réglé. D'abord le premier qui est assez mentionné, mais qu'il faut quand même connaître pour savoir, il y a Simon Pegg dans la série. C'est pas tant un caméo, c'est pas un personnage secondaire. Ben, c'est que je vais venir pourquoi je dis que c'est un caméo, c'est parce que d'un, Simon Pegg, c'est un acteur très connu britannique, qui a fait beaucoup de films et il a réalisé plein d'affaires. C'est qu'à la base, c'est que son physique avait été inspiré du personnage de le personnage de Guy était inspiré du physique de Simon Pegg, mais vu que l'acteur est rendu trop vieux, il ne pouvait pas faire le rôle, mais pour y rendre hommage, puis d'ailleurs à la base il n'avait pas accepté, il a appris après que la BD soit sortie, ça l'avait mis en crise, et il est allé voir ceux qui avaient fait la BD, il a choisi avec, finalement il a lu la BD, il a adoré ça, puis il a accepté de faire une page d'introduction pour de la BD que j'ai dans mes affaires. Puis bref, il a accepté de faire un cameo justement parce qu'il adore l'œuvre. Il fait le père de Guy, qui dans la BD, parce que dans le tome 1, on voit pas son père dans le tome 1. Donc c'était pas un personnage vraiment utile, mais ils l'ont ajouté juste pour dire, regarde, on fait une référence au fait que... Ça humanise aussi Guy. Aussi. Puis ils ont voulu rendre l'univers très réaliste en achetant quelques caméos intéressants. Entre autres, il y a un moment donné un co-extrait de l'émission de Jimmy Fallon,
Je pense que c'est le Homelander ou A-Train qui est là, je sais plus c'est lequel, il a invité un des super-héros à être là pour parler de son nouveau film. Puis c'est juste pour montrer à tel point que l'univers, c'est normal, les super-héros ils sont des super-héros mais ils font des ça films. existe là. J'ai aimé ça, puis Jimmy Fallon était habitué de faire ça, il aime ça, il avait fait ça pour Jurassic World entre autres, il aime ça faire des petits caméos comme ça. Puis un caméo que je veux mentionner encore, les autres sont pas nécessairement marquants. Seth Rogen fait un court caméo, je pense qu'il est sur un tapis de projection de cinéma. Non, il est en interview dans une vidéo. Une interview, en tout cas c'est une interview, puis je pense qu'il dit qu'il aime les super-héros, un truc comme ça, puis... Mais comme moi j'aime vraiment les super-héros parce que c'est payant là. Puis ouais, j'ai aimé ça le voir parce que entre autres vu qu'il est comme coproducteur puis ça, puis tu sais, lui souvent il adore les comics, puis vraiment il a commencé par The Preacher, puis vraiment... Ouais, puis il a travaillé fort pour The Green Hornet. Aussi ouais qu'il avait... étrangement j'aime. Moi aussi je l'ai écouté il n'y a pas si longtemps, puis je l'aime bien, puis il avait espéré faire une suite, finalement il a jamais eu de suite à The Green Hornet. Ça c'était pas considéré comme un navire. Ouais. Pas d'accord, mais bon. Ouais. Mais bref, tout ça pour dire, il y a quelques autres caméos, mais ils sont pas tant marquants. Il y a Tara Reid, là, qui est une actrice que je trippe pas vraiment. Elle fait un court caméo elle aussi. Mais c'est juste pour montrer que l'univers est très ancré dans la réalité. Ben il y a un gars de 6ème sens qui joue pas 6ème sens, là. Oui, ouais. Qui a un autre acteur qui est acteur qui a fait... Ouais, il a joué à 6ème sens, mais il est en train d'avoir une seconde carrière dans le sens que il joue le rôle un peu has-been d'acteur. Il l'a fait aussi dans la série Futurman entre autres. Il y avait un des rôles principaux dans la série Futurman. Puis il y avait une autre série aussi que j'avais écouté qui était dedans. Mais c'est un acteur enfant qu'on a vu dans plusieurs rôles quand il était enfant et qu'on a perdu de vue. Et là il revient tranquillement au grand écran dans des rôles assez variés. Là il fait comme l'acteur has-been des années 80 qui a pas réussi à faire d'autres rôles. Mais en fait c'est un super-héros. Puis, mais j'ai aimé ça, ce clin d'œil-là. Asti qui se fait défoncer dans la salle de bain, la crâne qui explose pis tout. Je m'attendais vraiment pas à ça, mais en même temps, les raisons de Butcher sont légites. Ben, la violence dans cette série-là est omniprésente, là, dans le sens qu'il cache pas, il tasse pas la caméra à la Venom. Là, non, c'est ça, la fille qui se fait manger puis qui explose la tête du gars. Là. Moi je l'ai vu venir, là, je fais tabarnak, ça va mal finir. Là. Ouais, parce que, dans le sens, rapidement dans la série, on apprend qu'il y a une sorte de drogue qui expliquerait entre autres pourquoi A-Train a tué sans faire exprès. En fait, les super-héros sont fabriqués. Ouais, ben c'est la twist de la série, c'est qu'on apprend, c'est que les super-héros sont fabriqués depuis le début. Parce que dès le début, ils disent que les super-héros ils naissent comme ça normalement, comme dans l'univers de DC ou Marvel. C'est une chance là. Tu sais, tu peux naître des super-pouvoirs, tu sais, comme les X-Men, genre. Et c'est bien montré, c'est comme... Puis étrangement, dès le début, ils mentionnent que c'est juste arrivé aux États-Unis. Là, t'es comme, ok. Puis ils disent tous les super-héros qui ont existé ont tous été apparus aux États-Unis. Là, t'es comme, ok. Puis là, dès le début, ils disent que c'est une compagnie privée qui gère les super-héros, Vogue, qui revient tout le temps sur le tapis. Et rapidement, t'apprends qu'il y a une espèce de drogue qui est en fait un médicament qui injecte au bébé naissant qui leur donne des pouvoirs aléatoires. Pour que ça soit crédible, les super-héros ne savent pas qu'ils sont fabriqués. Non, c'est ça, ils le savent pas. Puis c'est une des grandes twists de l'histoire, c'est que la gang de Butcher vont enquêter, ils vont découvrir ça. Et ils vont s'en servir comme arme pour détruire les super-héros. Parce qu'ils cherchent un moyen de les discréditer, de les éliminer. Parce que pour eux, c'est toutes des nuisances. Ben, ils sont considérés comme des dieux, les autres veulent leur montrer à quel point que finalement ils valent rien. Là. Ils valent rien, puis quand tu regardes à l'écran, ils sont montés comme, tu sais, parfaits, sans défaut. Mais dès que tu mets le background, tu vois que c'est des trous de cul, des... C'est ça, mais tous ces super-héros-là, la seule affaire qui me gossait un peu, c'est que les super-héros, même quand ils sont en public, ils tuent. Ouais, il y a un côté... le gars qui fait Superman, là, qui est pas Superman. Le protecteur. Le protecteur, à un moment donné, il se ramasse dans une scène où il se fait filmer puis il fait la signature, mais Chris, il tue du monde. Là. Ouais, ben... Ça, c'est des criminels, mais tu sais, aux États-Unis puis les guns, c'est peut-être une critique face à ça. Peut-être aussi, il y a un côté aussi que des fois, c'est pas tant montré, ou que c'est... Parce qu'il y a vers la fin de la série, il y a un moment donné, ils se retrouvent en Afghanistan, puis ou un pays de même, puis genre une escouade militaire qui sont là, ils arrivent pour rentrer, puis il fait comme, les gars... Je m'en occupe. Les gens qui rentrent dans le bâtiment, t'entends juste des cris, puis genre... Ah, parce qu'ils veulent absolument que les super-héros infiltrent l'armée, ouais. En fait, là. Puis genre, ils butent tout le monde et du sang partout. Il fait un laser, à un moment donné, t'en as un qui s'est coupé en deux. Là, t'es comme... Hein? Mais c'est l'ambiance de la série, il hésite pas à montrer le sang, tu sais. Il le découpe en deux, il en transperce un. Puis ça montre des super-héros désabusés. Mais pour venir, je pense que c'est le premier épisode, comme je disais, il y a une belle super-héroïne qui est introduite, qui est Stella. Qui est tellement belle, ça fait. C'est une très belle actrice, qui elle aussi est de plus en plus en vogue. J'ai regardé sa filmographie récemment, elle fait de plus en plus de rôles, mais elle est reconnue pour des rôles de... Genre de... C'est pas la blonde de service, mais c'est la petite fille fragile qui s'est kidnappée. Elle a fait quelques rôles qui se faisait kidnapper, puis le père devait la retrouver, un truc comme ça, tu sais. Mais là, elle a fait un rôle de super-héroïne, puis elle amène le côté... naïf, du sens que nous on a... Moi j'ai aimé ça voir ça parce qu'elle me montrait le point de vue que moi
mettons, si j'ai grandi avec Batman, Superman, Iron Man, puis là, je suis introduit dans ce gang-là, puis je réponds finalement, mes héros, c'est pas des héros, Non, c'est ça. c'est comme gris, tu sais, le Superman que j'ai toujours vu, je suis comme finalement, non, c'est juste un trou de cul qui pense juste à lui-même. Tu sais, Batman, c'est un psychopathe à la base. Ouais, c'est ça, tu Tu sais, sais. il est pire que le Joker en quelque part, là, tu sais. Puis c'est déjà arrivé dans les comédies Batman qui ont mis ça de l'avant, mais j'ai aimé ça parce que, puis rapidement, il y a une scène, puis elle est plus gore dans les comics, mais ils ont quand même voulu la remettre et est identique quand même de ce côté-là. Elle est introduite dans le bâtiment, puis c'est The Deep, l'homme poisson qui fait la visite. Puis il dit, il te manque une chose pour être introduit, faut que tu fasses l'initiation. Puis là, elle se retourne, puis il a enlevé ses pantalons. Ouais. Puis là, elle est comme, hein? Puis elle fait comme tu me niaises, je dis non. C'est là que tu vois qu'ils sont plus cul, c'est là que c'est ça qui te met c'est là que t'as un déclic, tu réalises que, hein? Puis c'est la même scène dans le comic, sauf que c'est pas de Deep, mais c'est de Homelander à la place. Ah oui, Puis ok. il invite tout le monde à venir le rejoindre, fait qu'elle doit le faire à tout le monde. Arrête. Ouais, c'est pas une joke. C'est bon, c'est plus aidé, ok. Ouais, mais là, il y a juste un gars, fait que c'est pour diluer la scène, là. Ouais, puis ça évolue le personnage plus tard, parce que ça y revient dans la Ça face. permet de faire un développement, effectivement. Mais c'est déjà dégueulasse la scène, parce que... Elle suce tout le monde. Ouch. Puis la même scène, elle se retrouve dans les toilettes après, puis elle fait juste vomir non-stop, là. Ouais. Puis là, elle sort des toilettes, puis t'as l'autre, t'as la Amazon qui est là, qui est la reine... Mais le look des bandes dessinées, des personnages, ressemble-tu beaucoup à la série? Il y a beaucoup de similitudes, mais je te dirais que The Deep, entre autres, il s'en portait une espèce de scaphandre, Ok. puis il est comme vraiment vert avec comme des algues, je pense, puis là, il y a juste un costume vert avec des écailles, Mais qui fait plus Aquaman. qui fait plus Aquaman, qui fait référence à Aquaman, j'ai cru remarquer. Mais vraiment, l'introduction avec la Sperrine qui est genre naïve, puis que dès le début, elle doit faire une fellation pour se faire accepter, c'est brutal, je veux dire. Mais c'est même tout le long de la série, je veux dire, parce que de l'autre côté, quand on suit la gang de gars, ils font comme une sorte d'enquête, c'est comme une espèce de série policière, parce que Billy Butcher va vouloir montrer voyons, à Huggy qu'il faut éliminer les super-héros. Puis il veut lui montrer que c'est vraiment des travails. Il va aller voir différents personnages à travers la série pour lui montrer que c'est de la merde. Et ils vont en capturer un. Ils vont capturer un des 7 qui est translucide, qui est un des héros principaux. Et dès qu'il le capture, il va lui montrer, regarde là, tu vois comment c'est de merde. Puis, puis ce gars-là est considéré comme indestructible. Parce que quand il se met invisible, il devient comme indestructible. Puis ils vont quand même le mettre dans une cage, puis ils vont chercher, puis là c'est là qu'il y a un côté humour noir, ils vont chercher plein de manières de le tuer, genre tirer une balle dans la tête, lui couper les membres. Quelque chose dans le cul aussi, je pense. Ben à la fin c'est Billy Butcher, il y en a une discussion, puis ils commencent à s'engueuler parce qu'ils font comme on n'a pas le choix, faut le libérer, puis Billy Butcher pète sa coche, puis il fait non, il faut le tuer, genre, puis il y a comme un flash, attendez j'ai une idée. Puis genre, là c'est le French, c'est le français, il y a une idée. Frenchie. Le Frenchie fait, ah non les gars j'ai une idée. Puis il part en courant, il revient genre je pense qu'il y a une dynamite. Puis genre il sait assommer le translucide, puis il met ça dans son cul. Puis il dit le seul point faible que toi c'est ton cul genre. Il est pas éclaté. Non c'est vrai, il faut pas éclater. C'est Huggy qui l'éclate sur un coup de frustration. Ouais parce qu'il essaie de s'enfuir, puis il fait genre retourne dans ta cage, il fait comme non tu vas me laisser m'en aller. Puis parce que puis il éclate, puis vraiment le sang il est pas caché là, c'est... T'as les morceaux de... Partout là. Ben ça m'a un peu cassé parce que Huggy finalement devient un tueur. Ouais ben c'est assez troublant parce que je vous dis, il est comme poussé là-dedans, mais il a de la haine, mais il est pas prêt à aller jusqu'au bout. Non. Mais finalement il embarque rapidement. Ce qui est dans le comic, il montrait plus lentement, je te dirais. Mais il y a un côté qu'il s'assume pas encore parce qu'il est comme un équivalent de Butcher, mais pas au même stade. Il est comme au stade 1, Butcher est rendu genre au stade 5, lui il est comme... Moi je bute tout le monde, il n'y a plus de problème, moi je règle ça, je te bute tout le monde. Huggy il est au stade de fuck ma blonde est morte, les super-héros c'est tout de la merde. Il n'y a pas quoi évoluer encore jusqu'à Butcher. Il est fâché mais il est pas en colère, tu sais. Non c'est ça, puis comme tu parlais de la scène d'argent, du chèque, parce que la compagnie vient de le voir, ils font comme genre, écoute on est vraiment désolé pour toi là, mais regarde, on peut rien y faire, regarde, on donne un chèque pour s'excuser, puis oublie ça. Puis genre, ça montre tellement le côté quand je dis ça, c'est capitaliste, c'est la société, ils veulent camoufler ça parce que c'est pas beau. Puis j'ai mis aussi le côté E-Train qui est de Flash, met de l'avant le côté de la dépendance aux drogues, la dépendance à la célébrité, aux médias, tout ça, parce qu'il cherche tout le temps à être le meilleur, à être le meilleur de tous, être le plus rapide, qu'à un moment donné il n'est pas juste de se droguer pour rester le meilleur, puis il en devient addict, puis il commence à perdre le contrôle. Puis c'est le fait pourquoi il tue la copine de Guy. Mais aussi, à un moment donné dans la série, je sais plus quel épisode, il fait une course avec... je pense que c'est genre le 5e là. Un truc comme ça, il fait une course avec un autre coureur qui est super rapide. Et il réalise qu'il peut pas le battre à moins qu'il se drogue. Fait que là, puis tu vois qu'il commence à être sénère, puis genre avec son frère, puis tu sais, il y a des tics, puis genre...
Et puis quand il est aux caméras, il est comme salut, c'est Trent, comment ça va? Puis il prend des photos. Comme de fait, il finit par avoir une crise de cœur. Ouais, il fait une crise de cœur, puis je veux dire, ça annule la course, je pense, ça dure quasiment tout l'épisode, mais tout le développement autour de ça, parce qu'ils prennent le temps de développer chaque personnage. Je sais pas si tu as remarqué cet aspect-là, mais vraiment, j'en ai mis pas mal de personnages, mais ils ont chacun droit à leur partie quand même. Même si Black Mask, ou je sais plus comment il s'appelle, lui... Ouais, il fait juste se battre à monnaie avec l'asiatique, je m'en rappelle plus. Ouais, mais c'est pas mal la seule chose qu'il fait, mais à part ça, les autres ont tous leur moment. Mais moi je pense que le moment où j'ai su vraiment là, que c'était vraiment les pires à la sauce, c'est le moment de l'avion. Ou qu'il y a même un enfant qui est fuck off, non, on le sait qu'il est capable en plus de soulever l'avion pour l'amener jusqu'à là-bas, puis il le fait pas, là, tu sais, c'est what a douche, là, tu sais. Ouais, il sauve une excuse pas, je fais genre, oh non, mais... Ben, c'est ça, mais elle qui fait comme une genre de Wonder Woman, tu comprends qu'elle éventuellement, elle va comme se rebeller probablement, là, tu sais. Elle est pognée là-dedans avec une gang de machos, parce qu'elle aussi, elle dit qu'au début, elle est rentrée comme, comment elle s'appelle là? Stella. Elle est arrivée là en se disant que tout était beau, puis qu'elle finalement, elle réalise que c'est tout des mange-marde, là. Puis je trouve ça comme... Puis tu le sens que cette scène-là était nécessaire pour que le personnage, celle qui fait comme la mini Wonder Woman, puisse évoluer vraiment et qu'elle avance. C'est un personnage que j'ai vraiment hâte de voir dans la saison 2 de son chemin parce qu'en plus on apprend qu'elle a eu une blonde puis que ça a dû mettre tout... Elle l'a mis carrément de côté pour sa carrière dans les Seven. Je trouve vraiment que c'est un personnage qui va être super intéressant à voir par la suite. Comme ça n'a pas été long pour la saison 2, hein, qui a commencé le tournage. La saison 1 était officielle. Ça s'est fait vite, c'était un succès instantané aussi. Là. Ouais, c'est la série la plus binge-watchée de Amazon. Là. Ben oui, je suis pas surpris, là, je veux dire, c'est... Jusqu'à temps que Love of the Ring arrive. Là, ouais, ça va être quelque chose aussi. Là. On a d'ailleurs annoncé quelques acteurs, mais ça on reviendra là-dessus. Mais ouais, puis je veux dire, chaque épisode trouve le moyen de renouveler le concept dans le sens que, tu sais, on pourrait se dire... La haine, on peut la développer quelques épisodes. C'est des épisodes quasiment d'une heure chaque. Il y a un épisode, je pense, qui dure 55 minutes. Je sais pas si c'est le dernier ou l'avant-dernier. Le dernier, il est genre 1h07. Il y en a un ou deux qui sont longs, là. Mais ils prennent... tu sens pas qu'il y a de longueur parce que les dialogues, le développement des personnages... C'est le rythme qui sauve la série. Le rythme, puis des fois, il crée un côté malsain, malsain que j'ai trouvé intéressant. Entre autres avec le protecteur. Parce que le premier épisode est monté comme le héros parfait. Tu sais, au début, ils disent, parce que les autres héros disent, lui, il n'y a pas de défaut, c'est l'héros parfait, il n'y a aucun problème. Puis tranquillement, à travers les épisodes, tu réalises qu'il y a des problèmes, puis c'est le pire de la gang. Parce que genre, tu sais, il y a une relation assez particulière avec la vice-présidente, qui elle, son but, c'est d'être la plus riche, de tout contrôler, tu sais, elle est très contrôlante. Elle est très contrôlante, puis elle veut avoir tout le contrôle, puis à un moment donné, elle croise le président, puis il dit, je vais prendre ma retraite bientôt, ça va prendre mon poste, elle est comme genre, yes! Je vais être la présidente, elle... T'arriveras pas finalement, là, mais... mais ouais. Ouais, puis c'est parce qu'en fait, le protecteur, tu comprends un peu que dans le fond, c'est un gars qui a comme pas eu d'enfance, fait qu'il recherche comme... Ouais, parce qu'ils l'ont comme testé en laboratoire, ils ont tenté de créer genre le héros ultime en laboratoire, puis genre il n'y a pas eu de famille. Puis parce qu'à un moment donné, il y a une scène, puis c'est là que tu vois, il y a vraiment un déclic, c'est qu'il est comme dans une ferme, à la Clark Kent. Il fait oui, j'ai grandi ici, je m'appelle. C'est fake, là. Puis à un moment donné, il voit une petite couverte, puis il fait comme, ok, coupez tout, puis il commence à péter sa coche, puis genre il pousse une caméra. Il est comme, mais pourquoi? Puis là, tu réalises rapidement que c'est parce qu'il n'a jamais eu de famille, genre la seule chose qu'il a de son enfance, c'est cette couverte-là, sa doudou, puis genre il voulait pas la voir. Puis genre ça l'a mis en crise de voir ça, puis genre tu réalises que c'est pour ça qu'il y a un besoin affectif, parce qu'il est désordonné psychologiquement, c'est qu'il n'y a pas eu de modèle, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de parents. Il n'y a pas eu de parents, puis c'est pour ça qu'il y a tranquillement une relation malsaine qui se fait avec la vice-présidente, puis qu'il y a quand même une bonne différence d'âge entre les deux. Il finit par coucher avec pareil, là. Ouais, puis à un moment donné, genre, elle fait genre téter son sein, un truc comme ça, puis c'est malsain. C'est comme... Tu le sens malsain, puis même au début, à plusieurs reprises, tu le vois fixer un cadre, puis là, tu comprends pas pourquoi, puis à un moment donné, tu caches, c'est parce qu'à travers le cadre, il y a la voix... fait qu'il l'espionne, genre, puis à un moment donné, c'est elle sait, fait qu'elle fait genre... Elle couche avec pour garder le contrôle, dans le fond. Ouais, puis elle dit, en fait, il fait pourquoi tu restes avec moi? Il dit, ben parce que j'ai peur de toi. Puis avec raison, c'est genre l'héros le plus puissant, là, je veux dire, il vole, il est super résistant. Comme de fait, c'est lui qui l'a tué. C'est ça, puis il a tué, puis ça amène un paroxysme parce que les deux derniers épisodes, c'est assez lent quand même. Puis ça prend quand même, je pense, 2 ou 3 épisodes avant qu'il tue Translucide, ou 2 épisodes. Puis là, à la fin, ça s'accélère parce que là, t'as Billy Butcher qui était écœuré, puis il fait genre, ok, je vais aller le buter, puis il a prévu comme un plan pour le piéger. En piégeant sa copine, qui est la vice-présidente, mais finalement il réalise que... Il s'en calisse. Il arrive, fait comme, ok, mais ton plan il a une faille, il fait comme quoi? Puis il prend genre la fille, puis il y a dessus. Là t'es comme, hein? Il y a ça, puis j'ai trouvé comme la fin osée, parce que t'as comme Butcher, que lui là, il l'a dans la tête, il faut qu'il tue le Protector, parce que
il a violé sa femme, mais c'est ce qu'il croit. Ouais. Puis finalement, tu vas un peu plus loin dans la série, quand Carl Urban regarde sur une tablette, puis qu'il y a une agente qui lui montre, puis tu vois que sa femme elle sort de la chambre, mais tu sens pas que c'est un viol, mais lui il l'a interprété de même. À la fin, là, quand Protector Punk, il l'amène sur le terrain de son ex-femme, puis du petit des deux, là, tu sais, t'es comme tabarnak. Ça met un ton, là, tu dis, ok, Carl Urban, Butcher il fait ça depuis le début pour rien, là. Ouais. Il y en a, je sais qu'à Job, il y en a beaucoup qui ont vraiment pas aimé la fin. Moi j'ai trouvé ça super welling comme fin. Je sais pas si c'est le même dans le comics, mais... Non, dans les comics, c'est vraiment pas la même tournure que ça prend. Ce qui était très choquant en soi. Je trouve que les deux sont bons en termes de twist. Faut mentionner aussi que juste avant, quand il réalise que son plan marche pas, il pogne la grenade, fait, ok, il fait comme bon ben fuck off, puis genre il active la grenade, puis t'as un flash blanc, puis tu dis ok, il s'est suicidé pour essayer de tuer l'autre. Mais il y a tué le bébé en même temps. Ouais, il aurait tué le bébé en même temps, mais tu sais, il est rendu là, c'est une vraie session, on s'en fout un peu. Puis finalement, non, l'autre, le protecteur l'a sauvé, puis genre il l'a ramené devant une maison, puis il dit attends, t'as pas encore tout vu. Puis genre là t'as la porte qui roule, puis elle arrive, t'es comme ben non. Puis c'est... Elle a fait sa vie ailleurs. Ben elle s'est comme cachée parce que le dernier épisode, les deux derniers, c'est le protecteur qui fait une enquête sur sa vie, pour essayer de comprendre ses origines. Puis il essaie de comprendre pourquoi Butcher essaie de le tuer, puis comme ben pourquoi je connais pas ce gars-là, genre. Puis t'as quelques flashbacks qui agrémentent ça. Puis en faisant son enquête, il apprend genre que la fille qui aurait couché avec, c'est sa femme. Puis genre, il aurait eu un enfant avec elle, mais les super-héros sont pas censés être capables de faire des enfants. Mais lui il a réussi à avoir un enfant avec elle, puis du coup elle est morte en accouchement. C'est comme la première version, mais finalement t'apprends qu'elle est pas morte en accouchant, elle a survécu. Mais qu'il fallait éviter que le prédateur l'apprenne parce que ça aurait pu le dérégler complètement. Mais finalement, il l'apprend en même temps que Butcher. À peu près, ouais. Parce qu'il confirme avec la vis cuisante, fait genre tu le savais, fait genre oui, fait ok c'est bon, puis genre il a tué. Ouais. Mais c'est pour montrer à tel point que c'est dégueulasse là. C'est... Sinon, est-ce que t'as autre chose à rajouter sur la série? Ben je mentionnais que le groupe autour de Butcher, que t'as le Frenchie ou Milk, entre autres, ou Female, qui sont vraiment des compléments, ils ont chacun un point de vue. Ils ont toute la haine, ils ont chacun un point de vue différent, ils ont chacun... Parce que le Frenchie, on comprend qu'il y a eu de la merde dans le passé avec les Sparrows, mais on comprend pas exactement pourquoi, mais il y a une haine. Milk, même chose, c'est un militaire qui a vécu le même parcours que Butcher, mais qui s'est raisonné avec le temps, il a accepté, il a accepté qu'il peut pas faire grand chose, mais là il reprend du poil de la bête parce que Butcher le motive à revenir. Puis de Fremont, ben, c'est une victime collatérale de cet univers-là, dans le sens qu'ils ont essayé de créer des monstres. Puis c'est une des tournures aussi qui amène dans la série, qui est assez flippant, c'est que le protecteur il s'ennuie, puis il cherche, en parallèle, le Vogue essaie d'introduire les super-héros dans l'armée, mais l'armée veulent pas. Puis il y a comme une twist de corruption, tout ça. Puis le protecteur il a une idée brillante, il dit, ben j'ai trouvé une idée, je vais créer des super vilains. Fait que de Fumer, c'est un des résultats de ça, il voulait créer des super vilains à travers elle, entre autres. Et Ben, c'est ça que la série manque, techniquement, c'est parce que là, les super-héros c'est des vilains, mais t'as pas de vrais vilains encore. ouais, c'est ça. Fait que là, c'est une des twists finales de la série, c'est que t'apprends qu'il y a des vilains qui existent à travers le monde à cause du protecteur, puis ça va pousser l'armée à accepter les super-héros, parce que sans les super-héros, ils pourront pas battre les vilains. Non, c'est ça. Fait que là, ça va comme créer une crise mondiale, puis c'est là que ça s'aligne, genre... Ça va être vraiment cool. Ça va être hallucinant pour la suite des événements. Je sais pas exactement ce qui se passe dans le comic, mais comme je dis, je vais les lire, j'ai hâte, j'ai lu le premier tome, j'ai adoré. Comme je dis, c'est encore pire dans le premier tome. Ils ont enlevé beaucoup de personnages, parce qu'il y a beaucoup de super-héros qui sont mentionnés dans le comic. Entre autres, il y a une Teen Titan qui existe dans les comics, qui est aussi dégueulasse, ou même pire que le groupe des Sith pour certaines scènes. Mais c'est un comic ça part ou ça fait partie de The Boys? C'est dans The Boys, c'est qu'avant que la gang de The Boys, là, les gars, s'attaquent aux 7, ils vont tester leur capacité sur cette gang de jeunes héros-là, qui est un équivalent des Teen Titans. Genre comme 5-6 héros, c'est tous des jeunes ados, jeunes adultes, qui ont des pouvoirs, puis ils s'amusent avec ça. Puis genre, ils passent son rêve à faire des orgies, puis des trucs sadomaso. Fait qu'il faut s'attendre à ce que ça arrive, ça, dans la série. Ça pourrait être introduit dans un futur proche. Ou un spin-off, peut-être. Peut-être. Je sais qu'ils ont annoncé d'autres héros qui n'étaient pas dans la saison 1, qui vont être introduits dans la saison 2. D'autres super-héros qui étaient présents dans les comics, qui ont un impact important. Mais bref, c'est une série qui va amplement le détour. C'est très déstabilisant comme œuvre. Autant si t'aimes les super-héros ou pas, faut que tu découvres cette série-là parce que ça déconstruit tout ce qui est super-héroïque et ça le fait très bien. En mon sens, c'est vraiment très bon. Je pense qu'on peut donner notre note facilement, donc je te laisse y aller. Ben en fait, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, autant l'esthétique, autant l'histoire, autant le nombre d'épisodes. Mais genre, j'ai vraiment trouvé le rythme excellent, j'ai trouvé comme
la critique qu'il y a en arrière, parce que ça va plus loin que juste une série de méchants super-héros. Ça va plus loin, on critique l'industrie du cinéma, on critique l'industrie de la nouvelle, on critique plein d'affaires, plein d'aspects aussi de l'ultra-violence. Puis je suis content que la série elle assume jusqu'au fond. Je trouve vraiment que c'est une série qui est très 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 bien écrite. J'ai réussi à humaniser des personnages qui sont tous sauf humains si on veut. Puis le groupe de The Boys, je trouve tellement que le casting est parfait, il n'y a tellement rien à dire. Tout est bon, il n'y a pas de clichés non plus, c'est une chose. Je trouve que Stella c'est une personnage qui est vraiment intéressante, qui a vraiment une belle profondeur, puis on s'attache à elle parce que son innocence. Puis l'évolution de son personnage au fil de la saison est vraiment vraiment intéressante. Elle devient humaine, mais elle devient aussi comme une femme qui s'assume, mais qui va plus loin que juste un groupe de gars qu'elle doit endurer. Fait que bref, pour moi, c'était vraiment vraiment une réussite. Puis je pensais pas donner une note aussi haute parce que je pensais pas aimer ça autant que ça. Mais crime, 4 sur 5. 4 sur 5. Ouais, sans hésiter. Écoute, je vais aller dans la même lignée que toi, c'est une série qui est excellente par tous ces éléments mis dans le scénario d'un qui déconstruit Despero, le casting qui est 5 étoiles, les personnages qui sont très attachants, mais aussi on les haït par leurs attraits parce qu'il n'y a aucun personnage qui est bon en soi dans la série. Ils sont tous gris. Autant Despero que la gang qu'on suit, qu'eux aussi, tu sais, ils veulent tuer du monde aussi, eux, je veux dire, puis tuer, c'est pas nécessairement une bonne chose. Là. Donc, mais j'ai aimé ça, Corbin est excellent son rôle. L'acteur Jack Creed, que je ne sais pas vraiment, mais qui a quand même un parcours qui commence à être marquant. Moi, j'ai jamais vu avant, je sais pas ce qu'il a fait. Là, je sais qu'il fait deux trois films assez connus. Il fait ici il fait un bon rôle du gars qui est comme... qui est comme traumatisé, puis il sait pas où se placer, mais il y a une haine, mais en même temps, il a grandi avec les Sparrows, donc il peut pas croire ce qu'ils viennent de vivre. Il y a comme un déni. Puis aussi, les Sparrows, autant leur esthétique, leur personnalité, les effets spéciaux utilisés pour leur pouvoir, je veux dire, les pouvoirs du Superman, du protecteur sont si bien utilisés, ses yeux laser, quand ils volent, quand ils défoncent, à un moment donné, ils défoncent une porte, c'est vraiment bien fait, on voit qu'il y a du budget de ce côté-là. Même chose pour Stella qui utilise les pouvoirs lumineux, c'est vraiment très bien. Il y a un aspect aussi, comme je disais, qui sont des célébrités, ils parlent beaucoup qui font des films, mais aussi il y a deux scènes qu'on n'a pas mentionnées. La première, c'est qu'à un moment donné, il y a comme un sénateur qui veut avoir un super-héros dans sa ville, un peu à la manière des DC que chaque héros a sa ville, tu sais. Puis là, la vice-présidente a dit oui, pas de problème, ça va faire 82 millions. Il fait ben j'ai pas assez. Il fait ben là dans ce cas-là, t'auras pas de super-héros dans ta ville. C'est comme si c'est une marchandise. Ah, c'est tu vends du produit. Là. Puis l'autre, c'est quand Stella fait sa première mission avec les 7, elle est avec The Deep, puis ils vont comme dans un quai, arrêter comme des contrebandes, puis tu réalises que tout est orchestré, c'est comme il y a comme des caméras, puis tout est placé pour que ça montre bien les super-héros, fait que tu réalises que c'est tout du show, c'est comme une télé-réalité. C'est de la poudre aux yeux, là. C'est un côté dégage, j'ai aimé ça, le fait que c'est montré de même. Il y a vraiment... les thèmes abordés sont vraiment bien faits et très profonds, puis c'est une complexité, c'est le genre de série, il faut t'écouter plus qu'une fois pour avoir tous les détails et tous les aspects. Vraiment, c'est une réussite. Des points de vue et des réactions de personnages que tu finis par comprendre. Et voilà, puis même tu t'attaches des personnages que tu ne t'entends pas à attacher. Ce film-là vaut cette série-là, pour la saison 1, ils vont simplement un 4 sur 5. J'ai hâte de voir la suite. Et je suis sûr qu'ils vont rester en même qualité. On va l'avoir l'hiver prochain, donc j'ai bien hâte. Donc voilà, on était dû pour une série, on l'a fait. Donc c'est déjà tout. Écoutez, vous pouvez nous suivre comme d'habitude partout, YouTube en visuel, DJ Pod, Balado Québec, Arzado, iTunes, Spotify, Google Play. Merci, j'ai un blocage. Ouais, c'est ce que 109 chez les samedis soirs. On est partout dans le fond. On est partout, voilà. Donc on espère que vous aimez ça, vous aimez notre nouveau format. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Nous on vous dit à la semaine prochaine. On devrait critiquer Menteur si tout va bien. Le film québécois de Louis Jézéhoud. Donc sur ça, on vous souhaite une bonne semaine. Ciao.